Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vous accueille pour cette deuxième vidéo de 2026. Et est-ce que ce sera la dernière de janvier? Non, peut-être pas en fait. Mais en tout cas, c'est du coup la deuxième vidéo de 2026. Et vous savez, là, non, il y a 2 semaines, pardon. Parce que la semaine dernière, j'ai trop la flemme de faire une vidéo en fait. Donc il y a 2 semaines, du coup, je vous ai fait le petit résumé de 2025, l'année qui vient de s'écouler. Voilà, c'est un résumé un petit peu particulier comparé à d'habitude. Et je vais garder ce format pour cette année aussi et pour toutes les années à venir. En tout cas, aussi longtemps que je compte faire ces résumés de l'année précédente. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on est en 2026 et surtout, ben, on est au 21e siècle. Et en fait, 26, ben, je vais rien vous apprendre en vous disant que c'est le chiffre qui vient juste après 25, mais qu'est-ce que c'est 25 au final? Eh bien, c'est aussi le quart de 100. 100 ans, ça représente un siècle. Du coup, ça veut dire que 25, c'est donc l'année précédente 2025, c'était le quart du 21e siècle. Enfin, on a fini du coup le quart du 21e siècle et c'est quelque chose d'assez impressionnant, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Il y en a qui regardent cette vidéo qui sont peut-être même nés avant le 21e siècle. Donc déjà, bravo à vous d'avoir survécu jusqu'ici. Et, euh, et en plus, du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire le point sur tout ce qui s'est passé dans de ce 21e siècle jusqu'à présent. On va du coup partir de 2001 jusqu'à 2025. Alors, je vais pas faire comme la vidéo précédente, c'est-à-dire un résumé de tous les événements, mais chaque année. Sinon, on aurait une vidéo de 30 heures devant nous, donc ce serait vraiment impossible. Non, à la place, j'ai pris un événement sur chaque année. Du coup, ça veut dire que là, on a 25 événements. C'est déjà mieux qu'en fait la dernière vidéo avec 43. Mais c'est pas pour autant que ça en sera une vidéo moins longue parce qu'en fait là du coup j'ai évidemment beaucoup plus développé la plupart de ces événements. Pourquoi? Parce que c'est l'événement de l'année en gros. Enfin c'est pas l'événement de l'année, mais c'est celui que j'ai choisi de développer pour une année entière. C'est à ça que j'ai résumé une année entière. Évidemment, il se passait beaucoup plus de choses que ça à chacune de ces années. Et j'ai aussi pris des trucs qui n'ont pas forcément été ultra comment dire, commercialisés. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ultra reportés en fait en France. Donc voilà, des fois ça peut être des trucs qui se sont passés à l'autre bout du monde et dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est possible. Il y a aussi plusieurs pays qui reviennent multiples fois dans la vidéo. Voilà. Du coup, je vous propose de commencer directement avec 2001. Alors, encore une fois, je rappelle, il n'y a qu'un seul événement par année. Et ça ne veut pas dire que c'est l'événement le plus important de l'année. Ça veut juste dire que j'ai choisi de parler de celui-là parce que j'avais des choses à dire dessus. Voilà. On va commencer avec 2001. Là, pour le coup, c'est peut-être l'événement qui a le plus marqué l'année quand même. On va parler du 11 septembre, des attaques du 11 septembre. On va du coup aux États-Unis. Je crois que je vais dire dans quel pays ou région ça se passe. Alors, les attaques du 11 septembre, du coup, aussi connues sous le nom de 9/11, c'est parce que aux États-Unis, on inverse évidemment les dates. En France, on fait jour slash mois slash année. Eux, c'est mois slash jour slash année. Du coup, ça veut dire que là, c'est 9/11, ce qui serait pour nous le 9 novembre. Là, c'est du coup 9, c'est-à-dire le mois, donc septembre 11, ben, le 11. Du coup, le 11 septembre, si on retourne. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était 4 attentats suicides terroristes islamistes coordonnés par Al-Qaïda contre les États-Unis. Voilà, ça fait beaucoup de mots à la suite. On va essayer de les analyser un petit peu. Donc, attentat suicide, je pense que c'est assez clair. Attentat, c'est-à-dire des attaques envers des populations ou un pays, voilà. Suicide, ça veut dire qu'ils sont morts dans ces événements, ceux qui ont causé ça. Terroriste, ben, enfin voilà, ça veut dire que c'est pas une attaque d'un pays, c'est vraiment une attaque d'un groupe organisé. Islamiste, ça veut dire qu'ils ont fait ça au nom de l'islam ou au nom d'Allah. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, ça a été organisé par 19 terroristes, ou en tout cas 19 terroristes qui ont commis l'acte, qui ont détourné 4 avions de ligne pardon, commerciaux. Puis du coup, ils en ont fait voler un dans chacune des tours jumelles, c'est-à-dire qu'il y en avait deux qui ont volé dans les tours jumelles, un dans chacune. Du World Trade Center de New York, et aussi un autre dans le Pentagone, le quartier général du département de la défense des États-Unis, dans le comté d'Arlington en Virginie. Et le quatrième avion s'est écrasé dans un champ rural en Pennsylvanie pendant une révolte passagère.
Du coup, après, forcément, les États-Unis n'en sont pas restés là. En réponse aux attaques, les États-Unis ont lancé et ont payé la guerre globale contre le terrorisme pendant plus de 2 décennies. Donc c'était il y a très récemment que c'est fini en gros, avec la mission d'éliminer les groupes hostiles estimés comme des organisations terroristes. Et les gouvernements ont prétendu les soutenir. C'est comme ça qu'est née notamment la guerre en Afghanistan, mais il y a aussi eu l'Irak. Donc voilà. Il me semble que c'est vraiment les deux événements principaux. Enfin, les deux guerres principales qu'il y a eu contre le terrorisme en tout cas. Enfin bref. Et on va en reparler plus tard de l'Irak, mais c'est pas pour de suite parce que donc déjà 2001 c'est une année assez connue pour ça en fait, c'est-à-dire que vraiment on a commencé le 21e siècle direct avec ça. Voilà, c'est un peu aussi ce qui a causé le début, pas de la chute des États-Unis, enfin ils sont toujours en top les États-Unis techniquement sur plein de traits, même si bon avec Trump ça commence à être un petit peu bordélique, mais c'est ce qui a fait que enfin les États-Unis étaient plus considérés comme la seule et unique puissance mondiale sur la planète. Parce que c'était un peu le cas depuis du coup 1989, la chute du mur de Berlin. Et du coup, ça veut dire forcément la chute de l'URSS. C'était pas immédiat, hein, mais enfin dans l'esprit des gens, enfin en gros symboliquement c'était déjà la fin pour eux. Mais c'était du coup surtout le fait que les États-Unis aient déjà gagné la guerre, même si l'URSS existait toujours. C'est juste que c'était un pays affaibli et ben voilà, les États-Unis du coup ils sont sortis vraiment on top et ils sont restés comme ça sur les rois du monde pendant plus de 10 ans avant de redevenir du coup ils sont passés d'une hyperpuissance, ils sont toujours une hyperpuissance mais après il y en a eu d'autres, il y a eu maintenant on peut dire que la Russie c'est un peu une hyperpuissance, la Chine, peut-être bientôt en tout cas l'Inde, le Japon, l'Union européenne, tous ces pays-là. Enfin pas que des pays, du coup aussi des organisations, parce que bon, l'Union européenne sont probablement que des pays, il n'y a aucun pays de l'UE je pense qui va devenir une hyperpuissance, pas pour bientôt en tout cas, mais voilà. Donc on peut maintenant passer à l'année 2002. Alors j'avoue que j'ai clairement dû faire des recherches sur ce qui s'est passé en 2002 parce que vraiment je connaissais rien, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé en 2002. Mais on va aller en Indonésie pour cet événement de 2002. On va aller plus précisément à Bali, une île connue du coup pour son tourisme. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui y vont parce que c'est magnifique. Mais à Bali en 2010, il y a aussi des bombardements. Donc les bombardements de Bali de 2002, c'était une série d'attaques terroristes. Donc pareil, hein, du coup, pareil que tout à l'heure. C'était le 12 octobre 2002 dans le district touristique de Kuta sur l'île indonésienne du coup de Bali. Donc Kuta, c'est un des coins les plus touristiques en gros de Bali, voilà, parce qu'évidemment c'est une île ultra grande, mais pas si mal non plus. Je pense que ça doit faire à peu près un quart, voire un tiers de la taille de la France, Bali. Mais du coup voilà, ça veut dire qu'il y a des coins plus populaires que d'autres. Malheureusement, les attaques ont tué 202 personnes, y compris 88 Australiens et 38 Indonésiens locaux, et ont blessé 209 personnes supplémentaires en faisant le pire acte terroriste de l'histoire du pays. C'est la pire attaque terroriste que l'Indonésie n'ait jamais connue, bien que l'Indonésie soit un pays de plus de 240 millions d'habitants, peut-être pas à l'époque, donc à l'époque c'était plutôt vers les 200 millions, mais c'est quand même assez ouf de se dire qu'à 240 millions d'habitants, c'était en 2002 qu'ils ont connu du coup leur pire attaque. Et au final, 202 personnes tuées pour un pays aussi grand, c'est évidemment horrible, mais franchement, ça aurait pu être, enfin, ça aurait été clairement pu être bien pire. Je dis pas que c'est pas horrible, hein, évidemment. Encore une fois, comme la vidéo dernière, j'ai envoyé tout mon soutien aux proches de ces 202 personnes. Et je dis pas que c'est anodin, mais je dis juste que il y a des pays beaucoup plus petits qui ont connu de beaucoup plus grosses attaques. Du coup, c'est un peu, voilà, ça fait un peu relativiser la douleur, on va dire. Bref, ensuite on va passer à 2003. En 2003, il s'est passé plus de trucs que je pensais, mais j'ai quand même pris le truc vraiment le plus évident, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak. Alors, l'invasion de l'Irak du coup de 2003, c'était la première étape de la guerre d'Irak. Donc voilà, c'est une guerre qui a duré un petit peu plus longtemps, forcément. Euh, ok. Donc, l'invasion a commencé le 20 mars 2003 et a duré un peu plus d'un mois, y compris 26 jours d'opérations de combat majeures, du coup.
L'invasion était menée par une force combinée dirigée par les États-Unis, de troupes américaines, britanniques, australiennes et polonaises. Donc en gros, c'était entre guillemets orchestré par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Pologne. Même si c'était quand même les États-Unis qui ont un peu tout orchestré eux-mêmes, ils ont ramené 3 autres pays assez innocents là-dedans. Donc voilà. C'était une invasion assez horrible, sachant que alors je me rappelle plus comment il s'appelle, il est mort l'année dernière d'ailleurs, mais c'est en gros le vice-président de George Bush à l'époque, George W. Bush, qui, euh, qui avait dit que l'Irak avait des armes nucléaires, je crois que c'était un truc comme ça, que c'était une menace pour les États-Unis, et sans aucune preuve, George Bush l'a cru, et a directement envoyé les armées, pas, non seulement américaines du coup, mais britanniques, australiennes et polonaises en Irak pour tuer des gens, surtout pour exécuter Saddam Hussein, le dictateur de l'époque. Je pense que c'était surtout pour ça, je pense que c'était une dictature et que c'était pas forcément un pays ultra d'extrême droite, quoi. Donc, je pense que les États-Unis, ils ont pas trop kiffé ça, et enfin, surtout du coup, le gars en question, que j'ai oublié le nom, et dont ça va me revenir et dont je m'en fous un petit peu. Voilà. Enfin, bref, du coup, une invasion majeure pour l'histoire de l'Irak, et je pense que clairement, ils s'en rappellent encore. On va maintenant passer à 2004. Alors, encore une fois, enfin, il s'est pas passé grand chose, il s'est passé plein de trucs en 2004, mais je connaissais un peu rien. Et du coup, j'ai pris cette fois, on va pas aller dans un pays en particulier, on va aller dans une région en plus ultra vague, c'est-à-dire on va aller dans l'océan Indien. Globalement, tous les pays qui touchent la partie est de l'océan Indien. Même si c'est quand même ultra focalisé sur l'Indonésie, encore une fois. Oui, pour la deuxième fois dans cette vidéo, l'Indonésie est très touchée. C'est assez catastrophique. Donc, on va parler du séisme et du tsunami dans l'océan Indien. Du coup, voilà, on va aller le 26 décembre 2004, le Boxing Day du coup hein, de 2004, qui s'est pas très bien passé pour certaines personnes visiblement. À très précisément 7h58 et 53 secondes heure locale, donc UTC plus 7, si ça vous intéresse, je ne pense pas. C'est un séisme de magnitude 9,2 à 9,3 qui a frappé avec son épicentre au large des côtes d'Aceh, une région d'Indonésie au nord de Sumatra, en Indonésie, du coup. Donc magnitude 9,3. Je rappelle que la dernière vidéo, j'avais dit que à partir de 6, les séismes, c'est assez grave. À partir de 7, ça commence à être beaucoup de dommages. Et à partir de et ça va jusqu'à, il me semble que c'est jusqu'à 10. Non, ça va au-dessus de 10, mais à partir de 10, c'est vraiment une énorme catastrophe. Là, on est plus près d'une catastrophe que de très très gros dommages. C'est techniquement entre les deux, mais on est vraiment à ça d'une énorme catastrophe mondiale, quoi. C'était une énorme catastrophe régionale. Mondialement, c'était quand même une catastrophe, mais c'était pas une énorme non plus. Mais vraiment, dans cette région qui est en plus incroyablement densément peuplée, parce qu'il y a l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie, la Thaïlande, tout ça, qui, je pense que si on les mélange tous, on est facile à 2 milliards d'habitants. Euh, Enfin, avec tout ce beau monde, c'est sûr que ça fait très 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 mal. Donc voilà. On continue du coup le méga séisme sous-marin, connu, je sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse pas, mais j'ai quand même marqué, connu dans la communauté scientifique sous le nom de séisme de Sumatra Andaman. Andaman, c'est les îles Andaman et Nicobar qui appartiennent à l'Inde, mais qui sont au large, enfin qui sont en gros, là il y a le Myanmar, là il y a l'île de Sumatra en Indonésie, et c'est des petits archipels qui connectent entre guillemets les deux, et qui font qu'il y a une séparation du contre l'océan Indien et alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est en gros à côté de la Thaïlande. Ce mégaséisme a été causé par une rupture le long de la limite de la faille entre la plaque de Birmanie et la plaque indienne. On parle de plaque tectonique, et a atteint une intensité de Mercalli maximum de 9 dans quelques zones. Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est l'intensité de Mercalli maximum, mais en tout cas 9 c'est vraiment très hard, quoi. Donc voilà. Et vous verrez que c'est pas la dernière fois qu'on va parler de séisme dans cette vidéo, on va en fait en parler énormément de fois. Et d'ailleurs en parlant de ça, on va directement passer à 2005, où c'est également un séisme. Et là j'ai énormément écrit, je sais pas pourquoi j'ai vraiment écrit 2 pages là-dessus, alors que c'est pas nécessaire je pense, mais bon, c'est ok. Donc 2005, cette fois on va rester en Asie, on va rester en Inde aussi, mais on va aussi rajouter le Pakistan et l'Afghanistan.
c'est le séisme du Cachemire. Alors l'Afghanistan n'a pas de connexion directe à la région du Cachemire, mais du coup, voilà, ça s'appelle le séisme du Cachemire, mais évidemment, vous vous doutez que c'est pas resté entièrement dans le Cachemire. Le Cachemire est quand même relativement petit pour un séisme aussi grand, vous verrez. Donc voilà. Alors, du coup, un séisme s'est produit à 8h50 et 39 secondes, encore une fois extrêmement précis, au temps standard du Pakistan, le 8 octobre 2005 à Azad Jammu et au Cachemire. Du coup, voilà, c'est la région Cachemire en gros. Azad Jammu, ça touche l'Afghanistan, je crois. Et donc le Cachemire, c'est un territoire enfin tout ça, c'est un territoire sous le Pakistan. Son épicentre était à 19 km au nord-est de la ville de Muzaffarabad, c'est au Pakistan aussi, et à 90 km au nord ou vers le nord-est d'Islamabad, la capitale et énorme métropole du Pakistan. Même s'il y en a des plus grandes, notamment Karachi et Lahore, celles-là sont absolument énormes. Je rappelle que aussi le Pakistan, c'est 210 millions d'habitants, je crois, ou 200, c'est entre 200 et 230. C'est sûr que c'est un petit peu en dessous de l'Indonésie, mais en vrai, pas tant que ça. Donc voilà, c'est quand même, encore une fois, un énorme pays qui a été touché. Enfin, deuxième pays parce qu'il y a aussi l'Inde. L'Afghanistan est pas petit non plus, mais c'est quand même plus petit que la France, quoi, en termes de population. Euh, et le séisme a aussi touché près de Balakot, au Khyber Pakhtunkhwa, je ne sais pas ce que c'est, et quelques endroits du Jammu et du Cachemire en Inde, du coup. Jammu et Cachemire, pardon, en Inde, c'est un état indien. Donc, il a enregistré une magnitude du moment de 7,6 sur l'échelle de Richter. Donc, ça, je vous ai dit que c'est de gros dommages, en gros. Et avait une intensité de mercredi maximum de 11. Donc là, là, j'ai noté ce que ça veut dire. Ça veut dire extrême, au-dessus de 10, j'imagine. Donc, c'est vraiment très, très grave. Le séisme a du coup également été ressenti en Afghanistan, au Tadjikistan, en Inde et dans la région du Xinjiang. Alors, je me rappelle pas que c'était aussi au Tadjikistan, en Chine. Mais enfin bref. La gravité du dommage provoqué par les séismes est attribuée à de la sévère poussée vers le haut. Je sais pas ce que j'ai écrit, hein. Franchement, je ne sais pas, je l'ai écrit il y a tellement longtemps. Alors, bien que ce soit pas le plus grand séisme qui a frappé cette région en termes de magnitude, il est considéré comme le plus mortel, dépassant le séisme de Quetta en 1935. Ce qui est assez logique parce qu'en 1935, je pense que je vais la progresser si je vous dis que en 1935, il y avait moins de monde qu'en 2005, c'est-à-dire 80 ans plus tard. Et oui, je pense que dans 80 ans, c'est-à-dire en 2106, en 2106, il y aura plus de monde sur Terre qu'en 2026, je pense. Même si en soi, c'est pas sûr. Mais je pense quand même. Alors, c'était le cinquième désastre naturel le plus meurtrier de la décennie. Alors, qu'est-ce que c'est la décennie? Je crois que c'est de 2001 à 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. De 2001 à 2010, c'était le cinquième désastre naturel le plus meurtrier. Voilà, donc ça c'est dingue. Des sources indiquent que le bilan des morts officiels dans ce séisme au Pakistan, en tout cas, était entre 73 276 et 87 350. C'est quand même une assez grosse marge d'erreur de 14 000 morts. Non, 14 000? Oui. Oui, 14 000. Avec quelques estimations allant jusqu'à 100 000 morts, malheureusement. En Inde, 1360 personnes ont été tuées, tandis que 6266 personnes ont été blessées et 4 autres sont morts en Afghanistan. En tout, quasiment, qu'est-ce que ça fait ça 3 500 000 personnes ont été laissées sans abri et à peu près non, 138 000 personnes ont été blessées dans le séisme. Donc ça fait des dommages absolument énormes. Voilà, ça fait beaucoup de victimes, hein, que ce soit en termes de décès ou de blessures. Mais voilà, c'est absolument horrible. C'était un séisme terrible. Et je pense que vous commencez à comprendre qu'il n'y aura pas d'événements positifs dans ces vidéos. On va parler d'événements tristes comme les deux vidéos précédentes. Mais bon, je vous promets, après, ça va redevenir joyeux. On va partir sur les pays sur 10 et tout. On va parler de beaux pays, là. On va s'éclater. Mais bon, pour l'instant, on parle sérieusement. Voilà. C'est votre cadeau du nouvel an. Donc, en plus, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, cadeau d'anniversaire pour moi. Maintenant, on va passer à 2006. Alors, il s'est passé quelques trucs en 2006. Mais moi, j'ai préféré retenir un événement qui s'est passé au Moyen-Orient. Parce que décidément, on ne quitte jamais l'Asie. On va aller au Liban. Et plus précisément, la guerre au nom très original de guerre du Liban.
Donc la guerre du Liban, du coup, de 2006, c'était un conflit armé de 34 jours au Liban, combattu entre le Hezbollah, groupe terroriste, comment on dit déjà? Libanais, et Israël, pays au sud du Liban. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. En fait, vous connaissez forcément Israël, j'ai déjà fait 8 milliards de vidéos dessus. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va aller. Donc, la guerre a débuté le 12 juillet 2006 et a continué jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies soit rentré en vigueur dans la matinée du 14 août 2006. Du coup, ça a duré, laissez-moi calculer, ouais, ça a duré 33 jours, 34 jours. Je l'ai dit plus tôt en plus, je suis vraiment très vite. Donc, bien qu'il soit formellement clos euh, le 8 septembre 2006, lorsqu'Israël a enlevé son blocus naval au Liban. Blocus naval, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que t'empêches des bateaux de partir ou d'arriver au Liban. Et ça a marqué la troisième invasion israélienne au Liban depuis 1978, pardon. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez qu'en ce moment, il y a la quatrième qui est en train de se jouer. Donc voilà, c'est top. Enfin bref, du coup, guerre du Liban, le Liban ne peut jamais s'arrêter. Parce que techniquement, vraiment, j'aurais pu... il me semble que j'ai pas reparlé du Liban dans la vidéo après, mais j'aurais pu en parler pour 2020, j'aurais pu en parler pour 2023, 2024, j'aurais pu en parler pour tellement d'années le Liban. Et on choisi cette année-là parce que c'est quand même un peu the événement qui s'est passé au Liban. La guerre s'appelle littéralement guerre du Liban. Et voilà, je pense que c'est un événement assez important. J'ai vu une pièce de théâtre sur cette guerre du Liban si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est un petit fun fact de la vie de tous les jours. Même si c'était pas vraiment un fun fact, en fait, c'était juste un sad fact. Donc, bref. On va maintenant passer à 2007. Il s'est également passé pas mal de trucs en 2007. Mais au final, j'ai décidé de retenir un événement qui s'est passé cette fois, encore une fois, dans une région, mais la région des Caraïbes. Qu'est-ce qui s'est passé aux Caraïbes en 2007? Vous allez me le dire. S'il faut, vous allez pas me le dire, c'est vous qui vais vous le dire. En effet, vous pouvez pas me parler à travers l'écran. Donc, en 2007, il y a eu l'ouragan nommé de manière un peu dommage, l'ouragan Noël. Donc, l'ouragan Noël, c'est un cyclone tropical mortel qui s'est déplacé à travers l'océan Atlantique, de la mer des Caraïbes jusqu'à Terre-Neuve à la fin d'octobre 2007. Donc, c'est même pas que les Caraïbes. C'est Caraïbes plus Amérique du Nord. Vraiment, il y a Canada, États-Unis, tous les pays des Caraïbes, le monde entier en fait. Donc, Noël, c'est pardon, vraiment, je pourrais jamais prendre ce nom au sérieux, mais on est obligé de l'appeler Noël. Il s'appelle comme ça, l'ouragan. Comment tu veux qu'on fasse? Si un meurtrier qui s'appelle Timothée à la télé, tu vas l'appeler Timothée. Tu vas pas l'appeler, je sais pas, Thierry. Tu vas l'appeler Timothée. Donc on est obligé de l'appeler Noël. Noël s'est formé le 27 octobre d'une interaction entre une vague tropicale et un niveau supérieur bas au nord central des Caraïbes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi non plus. Donc, je l'ai écrit vraiment pour passer pour un gros nerd, mais en fait c'est pas le cas. Je m'y connais pas en cyclone. Je suis pas un cyclonologue. Donc, il s'est renforcé à des vents de 97 km/h. Ça, c'est pas très dur à comprendre. Il allait vite. Voilà. Avant de faire son atterrissage à Haïti, enfin vers l'ouest d'Haïti, c'est-à-dire assez proche de Port-au-Prince, quand même, il me semble que c'est plutôt vers l'ouest, et sur la côte nord de l'est de Cuba, c'est-à-dire le nord-est. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie, c'est vraiment le nord-est. Noël s'est ensuite tourné vers le nord et le 1er novembre, il a atteint ce statut d'ouragan. L'ouragan s'est accéléré vers le nord-est après avoir traversé les Bahamas et le 2 novembre, il s'est transformé en cyclone extratropical. Voilà, beaucoup de termes compliqués et vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Est-ce qu'on peut juste dire que c'était un terrible cyclone qui a probablement, ouragan, pardon, qui a probablement tué des centaines de personnes à travers les Caraïbes et l'Amérique du Nord et passer à autre chose parce que ça commence à me casser les couilles les désastres naturels? Oui, on peut. Allez. On va aller en 2008, comme on dirait en Belgique. Donc, cette fois, on va aller dans un pays dont on ne parle jamais et qui pourtant a souffert le martyre en 2008. Et la plupart d'entre vous voient déjà probablement de quoi je veux parler. Et je veux parler de la Géorgie. On va aller en Géorgie en 2008, pas l'État américain. Le pays, vraiment, il y a un pays. Pour les Américains qui regardent, peut-être qu'il y en a. Parce que, voilà. Enfin, je sais qu'on dirait un peu que je suis un nationaliste américain, mais je dirais que non. Surtout pas en ce moment. Donc, bref. Pour les Américains qui regardent, oui, la Géorgie, c'est un pays aussi dans le Caucase, en dessous de la Russie et au-dessus de la Turquie et de l'Iran et de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et à côté de la mer Noire et de l'autre côté la mer Caspienne. J'ai failli oublier le nom. Voilà, c'est pas que le petit endroit, enfin pas très petit au final, où il y a Atlanta et où Coca-Cola est né et qui est au bord de l'océan Atlantique.
pas que. Voilà. Et où il y a la ville de Savannah aussi. Voilà, ça me fait rire. Bref, sachant que c'est pas du tout la savane. Donc, on va aller en Géorgie, le pays, celui avec la croix rouge comme ça, qui ressemble au drapeau de l'Angleterre, mais qui a 4 autres croix rouges autre part pour faire genre ouais, mais on est plus fancy que l'Angleterre. Donc, on va aussi aller en Russie techniquement, parce qu'on va parler de la guerre russo-géorgienne. Voilà, ça a pris beaucoup de temps à expliquer. D'août 2008, du coup, aussi connu sous le nom d'invasion russe de la Géorgie. C'était une guerre menée contre la Géorgie par la Fédération russe et les régions séparatistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Voilà, vous avez pas ça aux États-Unis, vous avez pas l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et tant mieux pour vous, parce que vraiment c'est un peu le caca. Donc soutenu les deux par la Russie évidemment, il veut devenir indépendant parce que c'est un peu comme la Crimée ou le Donbass au final, c'est un peu des régions séparatistes pro-russes, un peu chelou, un peu douteuses, très douteuses même. Mais enfin bref. Du coup, le combat a pris place dans la région stratégiquement importante du Caucase du Sud, c'est-à-dire la Géorgie. Voilà. Et c'est considéré comme la première guerre européenne du XXIe siècle. Parce que, en soi, la Géorgie, c'est pas vraiment en Europe. Enfin, c'est un peu compliqué à dire. Pour moi, la séparation entre l'Europe et l'Asie, du coup, il y a évidemment les montagnes de l'Oural et le canal de. Je sais plus comment il s'appelle, Bosphore, je crois, le canal de Bosphore. Enfin, c'est à Istanbul, en gros, c'est en Turquie. Mais pour moi, il y a aussi les montagnes. Je sais pas comment elles s'appellent, mais c'est les. Est-ce que les. Là, le Caucase, en fait. Les montagnes du Caucase, je crois que ça s'appelle juste comme ça, qui séparent en gros la Russie et la Géorgie. Et pour moi, c'est ça. Du coup, ça veut dire que, vu que techniquement, il y avait un petit bout en Russie, qui s'est passé en Russie, on peut dire que c'était un peu en Europe, même si, bon. Moi, j'aurais dit que c'était vraiment une guerre en Asie, mais bon. Vu qu'un pays européen était dedans surtout hein, enfin c'était en plus à la frontière enfin c'était juste vraiment à la frontière entre l'Europe et l'Asie donc c'est vrai que c'est un peu chaud mais bon, voilà on peut dire que c'est la première guerre européenne du XXIe siècle même si bon il y en a une beaucoup plus importante que vous connaissez tous évidemment et qui implique également le plus grand pays du monde donc on va maintenant passer à 2009 on va rester en Europe et on va repartir sur des désastres naturels moi j'avais jamais entendu parler de cet événement là alors que ben, pour l'instant pour autant enfin bien que 2009 soit une année quand même assez réputée pour la mort de Michael Jackson notamment. Donc, on va parler de l'Italie, des séismes de l'Aquila. Alors, un séisme s'est produit dans la région de l'Abruzzo, au centre de l'Italie, du coup, à 3h32 temps d'Europe centrale, le 6 avril 2009. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Donc, il était noté 5,8 ou 5,9 sur l'échelle de Richter et 6,3 sur l'échelle de la magnitude du moment. C'est donc pas énorme. Si on peut résumer vite fait, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas mal, mais bon, ça dépasse pas ce qui s'est passé dans le Cachemire ou encore pire à Sumatra, à Aceh. Euh, du coup, son épicentre était près de l'Aquila, la capitale de l'Abruzzo, qui, avec des villages alentours, ont le plus souffert des dommages, forcément. Il y a eu plusieurs milliers de pré-chocs et de répliques depuis décembre 2008, et plus de 30 et une magnitude de Richter plus grande que 3,5. Voilà, donc ça a quand même causé des répercussions assez énormes pour un si petit séisme, ce qui est assez dingue. Mais voilà, c'était un événement assez triste, encore une fois. Bah, je crois qu'il y a des séismes assez tristes, du coup, mais voilà. Et en parlant de séisme, du coup, on va passer directement à 2010, et cette fois, on va retourner aux Caraïbes. Et oui, ils n'ont pas que des cyclones et des ouragans extra-tropicaux, je sais pas quoi. Ils ont aussi des séismes, et notamment un pays qui est déjà dans la merde la plupart du temps, Haïti. Donc, un séisme catastrophique de magnitude 7 a frappé Haïti à 16h53 heure locale le mardi 12 janvier 2010, soit le jour de mon anniversaire, le 12 janvier. Yes, ben, joyeux anniversaire en tout cas, voilà, j'espère qu'il pensait à moi fortement. L'épicentre était près de la ville de Léogane, dans le département de l'Ouest, et à près 25 km à l'ouest de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Voilà, donc magnitude 7, ça commence à être pas mal. On n'arrive pas non plus, encore une fois, au Cachemire ni à Aceh, mais c'est vrai que pour un pays qui est sans défense comme Haïti, où vraiment tout le monde est vulnérable à n'importe quel moment de n'importe quoi, je pense que vraiment même juste un petit orage, ça fait très mal. Donc un séisme de magnitude 7, ça peut être vraiment aussi grave que ce que la Thaïlande a vécu
je me rappelle déjà plus d'une année, je crois que c'était 2004, le séisme à Aceh, qui était énorme là de 9,3. Enfin bref, tout ça pour dire que bien que ce soit pas le plus grand séisme de cette vidéo, vu que c'est un pays comme Haïti qui l'a pris dans la gueule, je pense que ça a dû faire énormément de mal, malheureusement. Ensuite, on va passer à 2011, une année qui a été extrêmement importante. On va parler d'un événement, encore une fois, j'ai écrit 2 pages dessus, donc ça va être long. Ah non, pas vraiment 2 pages, en fait, plutôt une page et demie. Enfin, bah, ça a été quand même l'événement qui a marqué l'année 2011, soit le printemps arabe. Vous en avez probablement entendu parler, mais si vous ne connaissez pas l'histoire du printemps arabe et ce qui s'est passé en gros pendant le printemps arabe, moi j'ai déjà fait des recherches avant, du coup je sais, mais c'est vrai que avant de faire des recherches, en fait, on sait pas trop ce qui s'est passé au printemps arabe. On sait juste qu'il y a eu des trucs dans le monde arabe et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vais tout vous expliquer en détail et je pense que je devrais faire une vraie vidéo sur le printemps arabe. Genre, ça a l'air très intéressant, ça doit être ultra intéressant à développer. Les répercussions sur le monde d'aujourd'hui, un peu aller voir enfin pas aller voir en vrai, mais expliquer dans chaque pays arabe. Donc, le printemps arabe, c'était une série de manifestations pro-démocratie et anti-gouvernement, de soulèvements et de rébellions armées qui s'est répandue à travers une grande partie du monde arabe au début des années 2010. Donc, tout a commencé en Tunisie, voilà, assez inattendu, je dois dire, en réponse à la mort de Mohamed Bouazizi par auto-immolation. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était un commerçant, Mohamed, et il s'est mis le feu. Voilà, il s'est auto-immolé, c'est-à-dire il s'est mis le feu en gros, et voilà, c'est très triste, vraiment. Du coup, en manifestation contre le gouvernement. Ensuite, de la Tunisie, pardon, les manifestations se propagent initialement juste à 5 autres pays, la Libye, l'Égypte, le Yémen, la Syrie et Bahreïn. Et du coup, parmi ces pays, les dirigeants déchus comprennent donc Zine El Abidine Ben Ali de Tunisie, Muammar Kadhafi de Libye et Hosni Moubarak d'Égypte, tous en 2011. Et après aussi Ali Abdullah Saleh du Yémen en 2012. Pas salé en mode sucré salé, hein, salé S-A-L-E-H. E-H. E-H. Esh. On devrait faire en sorte que c'est une vraie lettre, ça. Esh. Donc, des soulèvements et de la violence sociale majeure se sont produits, y compris des émeutes, des guerres civiles ou encore des insurrections. Donc voilà, encore une fois, le feu par le feu, hein. Des manifestations russes soutenues ont pris place. Ouh là là. Ok. Donc, des manifestations de Russes soutenues ont également pris place au Maroc, en Irak, en Algérie, au Liban, en Jordanie, au Koweït, en Oman et au Soudan. Et enfin, des manifestations mineures, donc c'est-à-dire qui n'ont pas eu trop de répercussions, mais quand même, ont pris place au Djibouti, en Mauritanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et au Sahara occidental. Et si vous voulez savoir, un slogan majeur des manifestants du monde arabe était le peuple veut descendre le régime. Assez clair et concis. Voilà, c'est à peu près l'événement qui m'a le plus marqué de 2011 en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on va parler de 2012 et on va rester en Afrique ici, enfin pas vraiment dans le monde arabe, mais on va repartir du coup en Afrique. Et ça, on va rester en Afrique, on va rester dans un seul pays, le Mali. Et d'ailleurs, que je savais pas du tout que c'était aussi vieux au final. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus récent. C'est la guerre du Mali. Donc la guerre du Mali, c'était un conflit donc, qui est toujours en cours, évidemment, c'est pour ça que je pensais que c'était plus récent que ça, qui a commencé le 26 janvier, non, le 16 janvier 2012 avec une rébellion Touareg dans le nord du Mali. Donc les Touaregs, c'est un groupe un peu indépendantiste, ils sont un peu bizarres, on va pas se mentir. Euh, donc les rebelles comprenaient le mouvement national de la libération de l'Azawad, donc à orientation laïque, un groupe qui se bat pour l'indépendance ou la plus grande autonomie d'une région qu'ils appelaient du coup l'Azawad, c'est-à-dire l'entièreté de la partie nord du Mali, y compris la grande ville historique de Timbuktu. Donc le MNLA, c'est son diminutif, était initialement allié avec les djihadistes Ansardine, pas sardine le poisson, hein, c'est 2 mots, qui à leur tour étaient alliés à d'autres organisations djihadistes salafistes telles qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc Hakimi et sa scission. C'est-à-dire le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le MUDAO. MUDAO? Non, du coup, c'est vraiment le MUJAO, pardon. J'ai mal écrit. Parce que c'est djihad J, il me semble.
À moins que ça djihad, je sais pas. C'est soit Mudao, soit Mijao. Je sais pas trop. Mais enfin bref. C'est une guerre assez compliquée à comprendre et voilà, je devrais encore une fois faire une. Bon, de toute façon, je vais faire un pays sur 10 sur le Mali, donc on va en parler. Bon, pas de suite, le pays sur 10 sur le Mali, je pense, mais ça va arriver un jour, vous inquiétez pas. On va en parler du Mali. Et si jamais j'abandonne le projet, je ferai vraiment une vidéo dessus parce que c'est vraiment très important. Mais je pense que je ferai une vidéo pour expliquer un peu toutes les guerres civiles. Je pense que c'est important. Enfin, toutes les guerres civiles en cours ou toutes les guerres en cours. Je sais pas trop encore. Mais bref. Ensuite, on va partir en 2013. Alors, j'ai pas trouvé énormément de choses sur 2013, ça m'étonne. Mais du coup, on va retourner en Asie, on va retourner en Inde et on va parler d'inondations cette fois-ci. Voilà, un autre désastre naturel dans le nord de l'Inde. Donc, en juin 2013, une trombe de mi-journée centrée sur l'état nord-indien de l'Uttarakhand a provoqué des inondations et des glissements de terrain dévastants, devenant le pire désastre naturel du pays depuis le tsunami de 2004. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en 9 ans, ils auraient connu d'aussi pire que ces deux trucs-là, le tsunami et les inondations de l'Uttarakhand. Les précipitations reçues ce mois-ci étaient beaucoup plus grandes que les précipitations que l'État recevait habituellement, ce qui est assez logique. Des débris bloquaient les rivières, provoquant un débordement majeur, du coup. La journée principale de l'inondation, c'était le 16 juin 2013, donc celle qui a fait le plus de victimes. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de dire d'autres trucs, à part que évidemment les inondations, tout ce qui est les désastres naturels, séismes, inondations, cyclones, ouragans, tout ça, c'est toujours horrible et c'est toujours extrêmement triste. Mais bon, c'était il y a tellement longtemps que je pense que la plupart des personnes s'en sont remises, en tout cas on espère. Et pour ceux qui ne se sont pas remis, on est désolé. Voilà. On va maintenant partir à 2014. Pourquoi j'ai envie de passer aussi vite? Parce qu'en fait, ce qui vient après, tout ce qui est 2014, 2015, 2016, bon 2016 on s'en fout. Non, 2018, tout ça c'est ultra intéressant et c'est que les sujets que j'ai vraiment envie d'aborder dans d'autres vidéos. Donc voilà, on va aller directement en 2014, un événement que vous connaissez sûrement qui se déroulait un peu en Ukraine, un peu en Russie. En fait, c'est un peu dur à dire parce que c'était en Crimée. C'est tout simplement l'annexion russe de la Crimée. Donc c'était plutôt techniquement en Ukraine. Donc en février et mars 2014, la Russie a envahi la péninsule de Crimée, une partie de l'Ukraine, puis l'ont annexée. Ça a pris place dans le vide relatif de pouvoir immédiatement après la révolution de la dignité. Et ça a aussi marqué le début de la guerre russo-ukrainienne que vous connaissez tous, qui est en train de se dérouler. Voilà pourquoi il fait nuit comme ça. Là. Je crois que je vais allumer la lumière parce que vraiment c'est assez chaud. Ah, j'ai pas réussi. Ok. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, voilà. 2014, du coup, l'invasion de la Crimée, c'est à la fois horrible, mais c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que la Crimée, c'est un territoire habité principalement de Russes. Et il y a eu un référendum pour savoir s'ils voulaient rejoindre la Russie, et la plupart ont voté oui. Ça peut vraiment paraître, enfin, certes, mais à la fois, je peux comprendre que l'Ukraine, ils n'ont pas donné leur accord à ça. Enfin, c'est la Russie qui a fait un sondage, je pense, ou alors c'est les indépendantistes en Crimée, peut-être. Mais en fait, l'Ukraine n'a vraiment jamais consenti à ça, du coup. J'allais dire, je peux comprendre la Russie. Non, je comprends pas enfin, je comprends pourquoi la Russie a fait ça, bien sûr, mais à la fois, je les soutiens pas, je ne soutiens pas leur action. Mais à la fois, c'est sûr que il y a un certain sens à ça, et je pense clairement que c'était prévu, en fait. Je pense que l'Ukraine avait perdu d'avance, clairement. Donc voilà, malheureusement, ça a entraîné à une autre guerre et qui va encore une fois probablement mal se finir pour l'Ukraine, même si l'annexion de la Crimée était beaucoup plus courte. Ça a duré qu'en 2014, alors que là, ça fait depuis 2022 la guerre en Ukraine. On va en parler plus tard, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, on va passer à 2015. Encore une fois, c'est quelque chose que je croyais. Là, je croyais plus vieux en fait que 2000. Non, en fait, je savais que c'était après dans ces eaux-là, mais je savais pas du tout que c'était ça exactement qui s'était passé. Et j'avoue que j'étais assez choqué d'apprendre la vraie histoire de ce pays. On va aller au Yémen. Voilà. Alors déjà, je pensais que l'histoire du Yémen c'était plus vieux que ça. Je savais qu'il s'était passé un truc en 2015, mais je pensais que il se passait déjà des trucs avant, mais apparemment pas nécessairement. Enfin bref. Ah non, si, il se passait des trucs avant, pardon. Bref, ce qui s'est passé en 2015, c'est l'intervention saoudite dans la guerre civile du Yémen. Donc, on va commencer du coup le 26 mars 2015. L'Arabie Saoudite, qui menait à l'époque une coalition de 9 pays d'Asie occidentale, c'est-à-dire du Moyen-Orient,
et d'Afrique du Nord ont mis en scène une intervention militaire au Yémen, à la demande du président du Yémen d'ailleurs, Abdrabou Mansour Hadi, qui avait été évincé de la capitale Sanaa en septembre 2014 par des insurgés houthis pendant la guerre civile du Yémen. Voilà, donc déjà ça commence très très bien. Donc l'Arabie Saoudite qui et ses petites marionnettes qui vont au Yémen selon les souhaits du président exilé qui s'appelle Hadi. Enfin, ce prononce c'est Abdrabou, mais on va l'appeler Hadi parce que c'est son nom de famille et c'est plus simple à retenir. Voilà. Donc des efforts des Nations Unies pour faciliter un arrangement de partage du pouvoir sous un nouveau gouvernement transitionnel du coup se sont écroulés, menant à un conflit grandissant entre les forces du gouvernement, les rebelles houthis et d'autres groupes armés parce que why not, qui a culminé quand Hadi a fui vers l'Arabie Saoudite peu de temps avant qu'elle débute des opérations militaires dans le pays. Voilà, donc c'est quelque chose de, encore une fois, très compliqué et j'ai assez hâte de faire le pays sur 10 du Yémen parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Et de l'Arabie Saoudite aussi. On n'en parle pas assez de l'Arabie Saoudite, mais ils sont vraiment sournois. Je pense, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment des pays incroyablement sournois. Et on n'en parle pas assez. Et j'ai vraiment hâte de faire les pays sur 10 dessus parce que c'est des pays. Tu crois qu'ils sont chill, tu crois qu'ils font rien, qu'ils sont neutres. C'est pas du tout le cas. Enfin, on pourrait croire qu'en fait c'est des marionnettes des États-Unis. Et même si c'est un peu le cas, ils sont aussi pas aussi qu'on peut le penser, c'est-à-dire facilement, enfin ils sont facilement sauvés par les États-Unis, mais ils sont pas non plus à la merci des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont pas complètement marionnettes, ils sont pas complètement dirigés par les États-Unis, ils ont aussi une propre conscience et c'est des pays plus redoutables qu'on peut le penser, je pense, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ça ne m'étonnerait pas que ces pays fassent quelque chose dans les années à venir, notamment l'Arabie Saoudite. Je pense que vraiment, euh, si elle veut, ça pourrait être l'Arabie Saoudite, clairement, qui commence la Troisième Guerre mondiale. Ça m'étonnerait même pas. Actuellement, ça, vraiment, si, imaginons que la Troisième Guerre mondiale devrait commencer en 2026, ce serait quel pays qui serait accusé pour commencer cette guerre? Je pense que ce serait 100% les États-Unis. Il y a vraiment peu de chances que ce soit pas eux, même si ce serait un peu fou que ce soit eux qui commencent, mais à la fois, vu ce qui se passe actuellement, ce serait pas choquant. Mais bon, si c'est dans beaucoup d'années, ou si ça arrive jamais, déjà c'est possible, mais si jamais il y a une troisième guerre mondiale qui arrive dans quelques années, sous-estimez pas l'Arabie Saoudite. C'est ce que je dirais. Maintenant, on va passer à deux pays qu'on peut complètement sous-estimer parce qu'ils sont absolument inoffensifs, vu qu'ils se sont fait soudoyer par Trump extrêmement facilement il y a pas longtemps. En 2016, on va partir en Azerbaïdjan, je dirais plutôt. Enfin, c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est le conflit du Nagorno-Karabakh. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le Nagorno-Karabakh? C'est un territoire entièrement enclavé en Azerbaïdjan, mais qui est indépendantiste, semi-indépendantiste, soit qui veut se relier à l'Arménie, soit qui veut devenir indépendant parce que c'est principalement habité d'Arméniens. Enfin, avant. On va en reparler. Donc, le conflit du Nagorno-Karabakh de 2016, aussi connu sous les noms de la guerre de 4 jours, la guerre d'avril ou encore les affrontements d'avril, ont débuté le long de la ligne de contact du Nagorno-Karabakh le 1er avril 2016 et c'était pas une blague. Voilà. C'était le 1er avril, mais c'était pas une blague. Avec l'armée de défense de l'Artsakh, c'est pareil en fait. C'est l'Artsakh, Artsakh, Nagorno-Karabakh, au Karabakh aussi, tout ça c'est le même pays, enfin la même entité. Soutenu par les forces armées arméniennes d'un côté et les forces armées azerbaïdjanaises de l'autre. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un peu particulier maintenant? Parce que le Nagorno-Karabakh, le Haut-Karabakh, l'Artsakh, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça n'existe plus. Ça a été entièrement annexé par l'Azerbaïdjan sous menace de faire ce qu'on appelle dans le milieu un génocide ou un évincement culturel du pays. C'est-à-dire qu'en gros, l'Azerbaïdjan a dit au peuple qui habite l'Artsakh, le Nagorno-Karabakh, le Haut-Karabakh, voilà, soit vous partez en Arménie et tout va bien, voilà, on prend vos territoires tranquilles. Soit vous partez pas et on vous tue tous, on fait un génocide. Voilà, du coup évidemment les populations ont dit bon non mais ça va, on va partir, c'est pas si grave au final de déménager de pays. De toute façon vous voulez à moitié rejoindre l'Arménie donc c'est ok. Et l'Azerbaïdjan ils ont fait voilà. Et ça c'était début 2023, 24, je ne sais même plus, je crois que c'était début 2023.
et absolument personne n'en a parlé aux infos. Pourquoi? Parce que ah non, c'était début 2024, parce qu'après il s'est passé un truc en Palestine, mais on va en reparler plus tard de la Palestine. Voilà, vous savez pourquoi, je pense, hein, mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un conflit assez compliqué, mais récemment, du coup, Trump a soudé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à faire la paix. Comment? Ben avec beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout. Vraiment, ils ont reçu de l'argent, ils ont fait oh, ben ok, on fait la paix. Et ils ont fait la paix. Ils ont ouvert des ambassades dans l'un l'autre, et voilà. Et après, quand même, c'est vrai que l'Arménie a donné aux États-Unis une route extrêmement longue qui traverse ben, tout le sud de l'Arménie. Je me demande, ah, mais je crois que ça traverse aussi le Nakhchivan, l'enclave azerbaïdjanaise, dont j'ai parlé en tout cas dans ma vidéo sur les enclaves. Allez la regarder, elle va s'afficher juste là. Voilà. Et ouais, du coup, voilà. Ils ont acheté cette route, les États-Unis, et ils l'ont nommée la route Trump. Nickel. Bref. On va maintenant passer en 2017. On va repartir sur les désastres naturels avant de replonger dans les batailles, dans les guerres, dans les tueries, tout ça. On va repartir du coup en Asie, Asie du Sud, c'est-à-dire qu'on va repartir en Inde. Et oui, Inde, Pakistan, Afghanistan, Népal, Bangladesh, tout ça, tout ça. Voilà, trop sympa. Ils ont souffert, hein, 21e siècle, là, c'était pas pour eux. Ni le 20e. Et le 19e, pas vraiment non plus. Et 18e, je sais pas trop. Enfin, c'est jamais leur époque. Peut-être un jour. Ça va aller, les gars. Peut-être le 22e siècle. Qui sait. Enfin, bref. Du coup, hein, quoi? Des inondations. Oui, je ne sais plus lire. Voilà, il est 17h37 et je commence à désespérer. Des inondations généralisées dues à la mousson. Je sais pas ce que c'est. Sont produites dans les pays sud-asiatiques, du coup, de l'Afghanistan, du Bangladesh, de l'Inde, du Népal et du Pakistan, de juillet à septembre 2017. Alors là, on rigole plus du tout parce que plus de 45 millions de personnes ont été touchées, pas tuées, hein, vous inquiétez pas, par les inondations, y compris 16 millions d'enfants. C'est horrible. 16 millions d'enfants, comment dire? Je pense, premier degré, que ça doit être l'entièreté des mineurs en France. Tous les gens en dessous de 18 ans. C'est à peu près ça. Ça veut dire que là, en fait, c'est juste 100% si l'entièreté de la France était touchée par des inondations, globalement. Non, peut-être pas en vrai. Non, l'entièreté de la France, moins les Hauts-de-France. Voilà, toute la France, sauf l'endroit qui est généralement touché par des inondations, et touché par des inondations. Et il se passe ça. Donc, voilà, c'est en 2017, c'est assez chaud. Mais maintenant, on va partir en 2018 et on va partir en Syrie. Et oui, on retourne au Moyen-Orient. Encore, il s'en passe des choses au Moyen-Orient. On va parler de la bataille d'Afrin entre la Turquie et la Syrie. Voilà, personnellement, je savais même pas que cette guerre avait existé, que cette bataille s'est produite. Et j'étais pas au courant. Pourtant, vraiment, 2018, c'était à grave pas longtemps et ça m'étonne que je n'ai jamais entendu parler. Donc, la bataille d'Afrin, c'était une invasion par les forces armées turques et l'armée nationale syrienne, donc l'ANS, dans le district d'Afrin à majorité kurde. Donc, déjà, il faut expliquer ce que c'est les Kurdes. Les Kurdes ou le Kurdistan, c'est des indépendantistes qui veulent fonder leur propre pays. Du coup, je viens de le dire, le Kurdistan, qui fondaient des territoires, un petit peu territoires de Turquie, de Syrie, d'Irak et d'Iran et d'Arménie. Et voilà, qui feraient leur propre pays, dont la capitale serait Mossoul en Irak. Et voilà, du coup, ils ont le contrôle de quelques villes en Turquie, notamment la ville de Batman, je crois. Ouais, ça. Ils ont le contrôle du coup de la ville de Batkal, de Batman, qui est connu du coup pour son nom. Ils ont, il me semble, Alep en Syrie, Mossoul du coup en Irak. Ils doivent avoir probablement Urmie en Iran et après en Arménie, je crois qu'ils n'ont pas grand-chose. Je crois qu'ils ont peut-être, je crois qu'ils sont à la limite d'Erevan, la capitale. Enfin bref, ils ont quand même pas mal de territoires. Ils ont peut-être aussi un petit bout du Nakhchivan en Azerbaïdjan, ça me choquerait pas. Mais voilà, c'est à peu près tout. Du coup, le district d'Afrin à majorité kurde au nord-ouest de la Syrie contre les unités de protection du peuple, l'YPG, je sais pas pourquoi c'est ça l'acronyme, mais bref, des forces démocratiques syriennes, les FDS du coup. Donc la guerre aérienne et l'usage d'artillerie majeure ont pris fin
lorsque les milices arabes et turkmènes de l'ANS sont rentrées dans la ville d'Afrin le 18 mars 2018. Voilà, parce qu'Afrin, c'est aussi une ville. Et voilà, c'est à peu près tout sur cette bataille d'Afrin, qui était quand même relativement hard, considérant que je n'en ai jamais entendu parler. Voilà. Maintenant, on va passer à 2019 et on va enfin venir vers la France. Oui, pour parler d'événements pas très joyeux. Voilà, c'est un désastre semi-naturel, on va dire, parce que... Non, il me semble que c'était pas naturel, en fait. Il me semble que c'était vraiment pas naturel. Le feu de Notre-Dame. Voilà, vous en avez probablement entendu parler, si vous êtes français, notamment, ou belge, ou suisse, ou monégasque, peut-être, je sais pas. Ou luxembourgeois, peut-être, s'il faut. Ou andorré. C'est comme ça qu'on dit, andorré, je sais pas. Bref, le 15 avril 2019 à 18h18, heure. Voilà, si vous êtes un petit peu superstitieux, ça veut dire que 18h18, c'est pas une heure joyeuse. Retenez-la comme une heure pas joyeuse. 18h18, c'est pas bien. 18, c'est un mauvais nombre. C'est le nouveau 13. Et le nouveau 4 si vous êtes chinois. Donc, à 18h18, du coup, en Europe centrale, un incendie de structure a éclaté dans l'espace du toit de Notre-Dame de Paris. Si jamais vous êtes inculte au point de ne pas savoir ce que c'est Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale catholique médiévale à Paris, Paris en France, capitale de la France. Voilà, Paris, grande métropole, 2 millions d'habitants, 11 millions en Île-de-France, voilà, grande partie de la France. France, pays en Europe un peu de l'Ouest, un peu, on va dire, qui touche l'Espagne, le pays où il y a les paellas, Italie, le pays où les pizzas, les lasagnes, les pâtes, tout ça, la Belgique, le pays où il n'y a rien. Tout ça, tout ça. Et l'Allemagne, où ils n'ont pas d'humour, et qui touche presque le Royaume-Uni, et heureusement que non, du coup. Enfin voilà, tout ça, globalement. C'est à peu près ça la France. Et on est casse-couilles aussi, si vous voulez savoir. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Bref, du coup, la cathédrale de Notre-Dame qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est regroupée dans le patrimoine Paris, les bords de la Seine. C'est très original, voilà. La Seine rivière qui coule à travers Paris, comme ça, là, qui... Voilà. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la France et sur l'année 2019. On va maintenant passer à 2020. Je me demande de quoi on pourrait parler. Alors, on va aller du coup ici dans une toute petite région de la galaxie qui s'appelle la planète Terre. Donc c'est petit, hein, vraiment c'est un caillou. Donc la pandémie de la Covid-19. Joyeux Noël. Alors, la pandémie de la Covid-19 provoquée par le syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2, et vous avez rien compris encore, a débuté du coup avec une épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. On en parle en 2020 parce que c'est là que ça a vraiment le plus fait mal. Peu après, elle s'est répandue vers d'autres endroits d'Asie et plus mondialement au début de 2020. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que l'épidémie était une urgence de santé publique de portée internationale, c'est-à-dire une ESPPI, le 30 janvier 2020, et a évalué que c'était devenu une pandémie le 11 mars. Voilà, donc c'est devenu une pandémie le 11 mars. Et peu après, il me semble que c'était le 14 mars, le confinement, évidemment, qui a cassé les couilles. Il y a énormément de personnes, des millions de personnes en France et à travers le monde, des milliards du coup plutôt. Et voilà. Et ensuite, l'OMS a déclaré que l'urgence de santé publique provoquée par la Covid-19 avait pris fin en mai 2023. Ça a quand même duré de longtemps, 3 ans, c'est quand même pas mal, sachant qu'on a littéralement arrêté d'en parler en 2021. Donc voilà. En parlant de 2021, on va retourner en Asie du Sud-Est. On va aller en Birmanie, voilà. Donc 17 ans après le séisme de Andaman, Nicobar, Sumatra, je sais pas quoi, la Birmanie a reçu un autre coup sur la tête et notamment un coup d'État. Un coup d'État du coup qui a débuté en Birmanie la matinée du 1er février 2021 quand les membres du parti au pouvoir du pays, la Ligue pour la démocratie nationale, la LDN, alors je vous préviens, ça va être incroyablement dur à suivre. Même moi, ça m'a pris 8 ans à écrire parce que je comprenais rien. Voilà, c'est extrêmement compliqué comme conflit. Encore une fois, j'ai très hâte de faire le pays sur 10 sur le Myanmar, la Birmanie, tout ça. Mais je sais même pas comment je vais l'appeler du coup le pays sur 10 parce que c'est genre même le nom du pays il est confus. Comment je fais moi? Donc la Ligue pour la démocratie nationale élue démocratiquement ont été déchus par le Tatmadaw, l'armée de la Birmanie qui a ensuite acquis le pouvoir dans une junte militaire. Jusque là, tout va bien. Euh,
c'est à partir de là que ça commence à devenir un peu bordélique. Donc, le président par intérim de la Birmanie, Min Aung, a proclamé un état d'urgence d'1 an et a déclaré que le pouvoir avait été transféré au commandant en chef des services de défense et général supérieur, Min Aung Hlaing. Ça a déclaré les résultats de l'élection générale de novembre 2020 comme invalides et déclaré son intention d'organiser une nouvelle élection à la fin de l'état d'urgence. Le coup d'État s'est produit la veille du jour où le Parlement de la Birmanie devait assermenter les membres élus dans l'élection de 2020 pour éviter que ça se produise. Est-ce que vous avez compris quoi que ce soit? Tout ça pour dire qu'en gros, encore aujourd'hui en Birmanie, en Myanmar, je sais même pas comment on doit appeler le pays, c'est le gros bordel. En fait, c'est vraiment de la merde qui est en train de se passer. Euh, donc voilà, c'est assez chaud comme situation et enfin voilà. On espère évidemment que ça va s'arrêter bientôt, même si je redoute que ce ne soit pas le cas. Ça fait combien de temps que je filme là? J'ai l'impression que ça fait 8 ans et demi. Bref, on va passer à 2022 et je pense que c'est l'année la plus marquante de tout cela parce qu'on en parle tous les jours, quasiment. La guerre russo-ukrainienne. Alors, je vais même pas, enfin, je vais juste plonger dans les détails là parce que voilà, c'est tellement évident ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Pareil pour 2023. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, commençant la plus grande et plus meurtrière guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, mais oui, c'est la plus horrible depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une escalade majeure du coup de la guerre que les deux pays entre les deux pays pardon, qui avait commencé quand la Russie a attaqué l'Ukraine du coup en 2014 en annexant la Crimée. Les combats ont provoqué des centaines de milliers de pertes militaires et des dizaines de milliers de victimes ukrainiennes civiles. En décembre 2025, les troupes russes occupaient presque 20% de l'Ukraine. D'une population de 41 millions d'habitants, à peu près 8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés intérieurement et 6 à 7 millions ont fui le pays, créant la plus grande crise de réfugiés d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Donc voilà, vous voyez que c'est globalement la deuxième guerre la plus grave, enfin la guerre la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, en Europe en tout cas. Horrible, tout simplement. J'ai pas d'autres mots, c'est juste que la Russie, c'est un pays qui est pas qui est fou directement, mais qui est dirigé par un fou et qui va malheureusement pas se sortir avant de nombreuses années, je pense. Et l'Ukraine ne va pas se sortir non plus, et c'est malheureusement un pays qui va. En fait, le truc, c'est que ça m'étonnerait que ce soit entièrement annexé par la Russie, mais malheureusement, les chances sont que ça devient un état marionnette de la Russie à l'égard, je sais pas comment on dit, comme la Biélorussie en gros. Mais voilà, c'est ça le plus probable, selon moi. Mais après, on verra bien, c'est juste le temps qui nous dira. On verra bien. On va maintenant passer à 2023, où j'ai encore écrit énormément peut-être une page, je sais pas. Donc 2023, on va aller en Palestine, dans la bande de Gaza, pour l'invasion israélienne de la bande de Gaza. Donc l'invasion israélienne de la bande de Gaza, c'est une grande partie de la guerre à Gaza qui a pardon. Donc je reprends. Débutant le 7 octobre 2023, immédiatement après l'attaque menée par le Hamas sur Israël. Si vous ne savez pas, le Hamas, groupe terroriste gazaoui basé au Qatar, a bombardé le festival Nova, festival électro à Israël. C'était où? C'était à Tel Aviv? Je crois que c'était à Tel Aviv, tout simplement. Et voilà, le lendemain, du coup, Israël a riposté. Donc, le 13 octobre, Israël a débuté des opérations au sol dans la bande de Gaza. Et le 27 octobre, une invasion à grande échelle a été lancée. La campagne d'Israël a 4 objectifs déclarés. Donc, de détruire le Hamas, clair et concis, de libérer les otages, assez simple parce qu'évidemment, le Hamas a également pris des otages, et donc évidemment, c'est l'inverse aussi, Israël a pris des otages gazaouis. Euh, de s'assurer que le Hamas ne représente plus une menace pour Israël. Je pense que ce serait assez logique avec le premier, sachant que dans détruire Hamas, il y a le verbe détruire, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Donc pour des raisons assez évidentes, oui, ça ne poserait plus un problème à Israël. Et enfin, la quatrième, de faire revenir les résidents déplacés du nord d'Israël. Assez simple au final comme objectif, assez simple et pourtant ça a déraillé si vite. Et oui, à la base, vraiment, les objectifs, c'était en gros, si je résume, le Hamas, c'est ciao, et les otages israéliens, c'est rebonjour. C'est tout. Et pourtant, plus d'un an après l'invasion, les combats dans la bande de Gaza se sont arrêtés pendant 2 mois avec l'implémentation d'un cessez-le-feu le 19 janvier 2025.
mais il s'est vite arrêté. Un autre cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre 2025 comme la première phase d'un plan de paix à plusieurs facettes. Il n'a pas duré non plus si vous voulez savoir la suite. Voilà, petit spoiler. Enfin, c'est même pas un spoiler. Donc, voilà, je pense que c'est les deux trucs que vous attendez dans cette vidéo peut-être. Et voilà. Et maintenant, on va parler de 2024. Et je veux dire que j'ai premier degré dû faire des recherches sur ce qui s'est passé en 2024 parce qu'il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Et au début, je voulais vraiment parler de la Syrie, mais en fait, il y a un truc que perso, j'en ai même pas entendu parler et pourtant c'est horrible. On va parler de l'entièreté de l'Europe qui a connu quelque chose d'horrible. Des inondations, oui, d'un désastre naturel, même en 2024, et oui, il y en a toujours. Donc, à travers l'année 2024 et même le début de l'année 2025, de nombreux pays européens ont été touchés par des inondations sévères provoquées par des fortes pluies prolongées. Plusieurs étaient catastrophiques, provoquant des morts et des dégâts étendus à cause de bassins fluviaux qui ont débordé et des glissements de terrain. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure des citations. Des morts se sont produites en Bosnie-Herzégovine, en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, en Espagne, en Autriche, en France, en Tchéquie, en Italie, en Suisse, au Monténégro, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en Slovaquie. Je vais maintenant vous demander de citer tous ces pays, voilà, tout ce que je viens de dire, sans faire de retour en arrière. Voilà, vous les écrivez sur un bout de papier. C'est pas vrai. Voilà. Ça fait beaucoup, ça fait, j'ai pas compté, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pays touchés, enfin où il y a eu des morts. Donc je répétais que c'est horrible. Voilà, donc c'est vraiment dévastateur. Il y en a même eu en France, si j'étais pas au courant. Mais il y en a vraiment dans des pays comme Monténégro, Bosnie-Herzégovine, qui sont encore une fois plus vulnérables que des pays style. J'arrive pas de faire combien. Donc plus vulnérables que des pays style Royaume-Uni, parce que oui, il y a carrément eu des morts au Royaume-Uni, une île au large de l'Europe. Carrément, ça a touché le Royaume-Uni et l'Irlande. Même moi, ça me choque. Enfin bref. 2024, c'était pas forcément la bonne année pour l'Europe, non. À partir de 2022, ça commençait à devenir de la merde en fait. Même, ça a jamais été trop bien en Europe, hein, mais vraiment là, depuis récemment, là, c'est pas ouf. Enfin bref. Et enfin, on va finir par 2025, un événement dont j'ai littéralement juste vite fait parler la dernière fois. J'ai vraiment pas du tout développé et je crois que c'est un peu le moment. On va partir en Iran, et oui, en Iran, et on va pas parler des manifestations, ça c'est pour une future vidéo, c'est pour le pays sur 10 sur l'Iran, ça plutôt. Donc, on va parler de la guerre qui a eu, la petite guerre, hein, enfin petite, c'était quand même pas mal, mais entre l'Iran, enfin pas mal, rhétorique, ironique, sarcasme, c'était mal, c'était pas mal, si vous voulez mon avis. Après, je sais pas, hein, peut-être que vous aimez les guerres, mais bref, la guerre Iran-Israël, elle s'appelle vraiment comme ça, du 13 juin au 24 juin, donc elle a quand même duré 11 jours. Aussi connue sous le nom de guerre de 12 jours, était un... 12. Ah oui. Était un conflit armé au Moyen-Orient. Donc la guerre a commencé quand Israël a bombardé des installations militaires et nucléaires en Iran dans une attaque surprise, assassinant des dirigeants militaires éminents, des scientifiques nucléaires et des politiques, tuant des civils évidemment et endommageant ou détruisant des défenses aériennes. C'est encore une fois rhétoriquement, en termes de mode sarcasme, ironie et tout, c'est pas mal. L'Iran a riposté avec plus de 550 missiles balistiques et plus de 1000 drones. 1000 drones suicides, pardon, j'ai pas fini une phrase, frappant des centres de population civile, un hôpital et au moins 12 sites militaires, énergétiques et gouvernementaux. Donc, les États-Unis, voilà, toujours obligés de se fouiller dans les affaires des autres, ont intercepté les attaques iraniennes et ont bombardé 3 sites nucléaires iraniens le 22 juin. L'Iran a riposté en tirant des missiles sur une base américaine au Qatar. C'est ce que menace d'ailleurs de faire de refaire l'Iran si les États-Unis rebombardent leur pays. Et le 24 juin, Israël et l'Iran se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu sous pression des États-Unis. Voilà. Qui est-ce qu'on remercie? On remercie Trump. C'est le nouveau thank you Beyoncé, c'est thank you Trump. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était long, c'était extrêmement long. Je crois qu'on est à... Là, ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne, je crois. Mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça fait que là, j'ai juste envie de dormir. Mais je dois quand même faire beaucoup de montage
c'est nickel. Vraiment, j'ai la pêche. Gardez la pêche. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette ce premier quart du 21e siècle. Ça commence bien, hein, pas vrai? Ça, ouais, on est qu'au début, hein. Vraiment, il s'est passé tout ça, on est qu'au début. Il va se passer trois fois ça, en gros. Trois fois ça de plus. Voilà. C'est-à-dire que là, limite, des attaques du 11 septembre pour avoir 3 de plus, ce serait pas étonnant. Enfin bref, on espère en tout cas que les années à venir vont être plus calmes, même si connaissant le monde, au final, non. Ça part déjà extrêmement mal avec le Venezuela et l'Iran, donc autant dire que non, ça va pas se calmer carrément. Dans ma vidéo résumé 2026, je pense elle va être salée, je pense. Donc voilà, pas salée comme le gars du Yémen, hein, salée, elle va être salée. Salée, S-A-L-E-E. Oui. Et j'ai envie d'aller me reposer au final, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, j'espère. Peut-être que j'aurai pas le temps, mais normalement, je devrais avoir le temps, on espère. Du coup, pour un pays sur 10, ça fait grave longtemps. Un pays sur 10 sur. Ben, je ne sais pas encore, on verra. On verra bien. Et en attendant, moi je vous dis du coup à bientôt les loups. Euh, plus jamais. Et surtout, bye les potes.